Les 3 premiers épisodes de Star Wars Andor sont disponibles sur Disney+, dès maintenant et vous cherchez un endroit où en parler, c'est juste ici. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici Mordred, et aujourd'hui, on critique et on analyse ces 3 premiers épisodes de Star Wars Andor, la nouvelle série spin-off de Star Wars. Ici, c'est plutôt un spin-off de Star Wars Rogue One, on y reviendra. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Sans spoiler, dès maintenant on en parle. Déjà, il faut savoir qu'à la base, Disney+ comptait diffuser que les 2 premiers épisodes de lancement pour Star Wars Andor qui avait été décalé. À la base, c'était plutôt le 31 août qu'on devait le voir. Ils ont préféré décaler et ajouter un 3e épisode pour le lancement, et je pense que c'est une excellente chose. Pourquoi? Parce que je trouve que cette unité de 3 premiers épisodes est très bonne pour lancer la série. À mon sens, les 2 premiers épisodes sont un peu lents, parce qu'ils mettent beaucoup en place des choses, des personnages, l'univers dans lequel on va graviter dans cette petite portion de galaxie Star Wars qu'on voit dans Star Wars Andor. Très intéressant d'avoir en tout cas ce background avec ces 2 premiers épisodes, mais surtout je pense que l'épisode le plus réussi, c'est l'épisode 3. L'épisode 3 qui lance véritablement les hostilités, beaucoup de tension dans cet épisode 3, des scènes très réussies, des choses qu'on apprend évidemment sur les personnages, un nouveau personnage qui arrive dans la danse et qui emmène vers un ailleurs qu'on explorera évidemment dans les futurs épisodes. Donc je pense honnêtement que c'était le bon choix d'avoir ces 3 premiers épisodes de lancement, parce que comme ça, on n'attend pas spécialement avant que la roue commence à accélérer, qu'on commence à se lancer vers quelque chose et qu'on ait vraiment une idée d'où on va dans cette première saison. Il y a un truc que j'ai beaucoup apprécié dans ces 3 premiers épisodes de Star Wars Andor, c'est qu'on y retrouve beaucoup de ce qui a fait le sel de Rogue One A Star Wars Story, donc Star Wars Rogue One pour les intimes, qui est sorti en 2016 et qui partage, j'ai envie de dire, le même ADN que Star Wars Andor. On est vraiment sur une atmosphère pesante, une atmosphère assez lourde, on est sur une photo qui est très grise, dans des niveaux de gris, on est sur des choses qui sont sales, qui ont vécu, on est vraiment, sur Ferrix en tout cas, sur une population qui est sous le joug de l'Empire, plutôt sous le joug d'une corporation liée à l'Empire, mais on sent vraiment que c'est une population qui est pauvre et qui a accès à pas grand-chose, et ça se voit à l'écran. Cette ville, je trouve, qui est faite quasiment intégralement en briques, ça ressemble beaucoup à des villes industrielles dans l'idée, par exemple, qu'on pourrait avoir dans le Royaume-Uni. L'idée, c'est un peu ça, on est vraiment sur une ville ouvrière qui vit de ses bras, qui vit de ce qu'elle peut trouver un petit peu partout dans les décharges à ciel ouvert qui forment un petit peu la planète Ferrix. Très intéressant d'avoir en fait le fait que ces personnages-là triment vraiment, et en plus de ça, ils sont sous le joug d'une corporation, ce qu'on appelle les Primors, qui sont vraiment à l'affût du moindre écart et qui, a priori, régulièrement les répriment par le sang. On a Lucen Rael qui parle du fait que c'est pas rare que des personnages soient pendus dans les rues de Ferrix. Voilà, donc ça donne un petit peu l'idée de ce que c'est que de vivre sous l'Empire à cette époque-là. On est du coup en 5 avant la bataille de Yavin, pour rappel. Ce que j'aime bien dans ces premiers épisodes, c'est qu'on voit vraiment les dynamiques d'oppression qui se mettent en place, le fait que d'un côté, on a évidemment l'Empire qui règne de loin, mais des relais de sa domination qui sont postés par des corporations privées qui font un petit peu la loi dans certains systèmes que l'Empire n'utilise pas lui-même personnellement. Très intéressant de voir ça. En tout cas, du coup, on a cette fameuse corporation qui gère un petit peu le système autour de Ferrix et de Primor Lana. Très intéressant de voir ça, et surtout de voir que à tous les étages, il y a des gens qui essaient de profiter du système, notamment ces fameux gars au tout début de cet épisode 1 qui vont essayer de récupérer de l'argent auprès de Cassian Andor. Je vous le disais, il y a vraiment cette dimension du fait que tout est crade du côté du commun des mortels, mais tout est joli du côté des impériaux. Même du côté des Primors, on a vraiment ce côté assez correct de la base,
des uniformes qui sont impeccables, et de l'autre côté, évidemment, ça se passe moins bien. Même chose, hein, le seul objet véritablement impérial qu'on voit dans ces épisodes 1, 2, 3, c'est ce fameux objet que Cassian a volé, et qui est absolument impeccable, tout net. Donc voilà, ça montre évidemment les écarts presque de classe qu'essaie de nous mettre en place cette série, et je trouve ça assez cool. Évidemment, tout ça, ça laisse présager des graines de l'insurrection à venir. On n'est pas encore dans une période où la rébellion est encore à sa pleine puissance, entre guillemets. On est vraiment dans cette dimension où on va essayer de voir quels sont les germes qui peuvent être plantés, ou qui le sont déjà, pour avoir une espèce de terreau pour cette rébellion. On essaie de comprendre d'abord quelle est la situation des personnages qui vivent sous le joug de l'Empire, et je trouve que c'est une bonne façon de regarder. Le prisme choisi est intéressant, le point de vue est bien trouvé à mon sens. En termes d'esthétique, je trouve que c'est franchement assez réussi. Au tout début, sur l'épisode 1, on a un côté presque Blade Runnerien, presque film noir, dans le sens où, voilà, on a ces lignes hyper épurées, mais aussi une ambiance très pesante, très lourde, très noire. Mais de l'autre côté, on arrive ensuite, quand on est sur Ferrix, sur quelque chose de beaucoup plus terne, le côté terne de la vie, on va dire quotidienne, des gens qui travaillent sous l'Empire, et de l'autre, le côté un petit peu plus fasteux des gens qui sont un petit peu plus élevés d'un point de vue classe. Donc c'est intéressant d'avoir ce contraste, et qui se voit aussi à l'écran visuellement. Également, il y a des choses que j'avais pas spécialement attendues d'une série Star Wars comme Star Wars Andor, c'est le fait que, pour la première fois, à mon sens, dans une œuvre audiovisuelle Star Wars, on a les prémices de ce qui est une scène de sexe, de mémoire. Alors évidemment, c'est très chaste, mais on comprend bien ce qui se passe entre ces deux personnages-là. On a aussi un personnage qui jure. Il me semble pas avoir déjà entendu quelqu'un dire merde dans une série Star Wars ou dans un film Star Wars. C'est peut-être une première, confirmez-moi ça dans les commentaires, bien évidemment. Autre chose en termes d'esthétique, je trouve qu'il y a une vraie plus-value à tourner dans des décors qui sont véritablement faits pour l'écran et à l'écran. Quand on est dans la ville de Ferrix, par exemple, on sent vraiment que tout a été construit, tout a été fait par le chef décorateur et ses travailleurs. Je trouve que on s'y sent vraiment, on sent que tout est palpable. Je sais pas si c'est clair, mais on a vraiment l'impression que c'est une vraie ville dans laquelle on se trouve, et c'est parfois, on se demande même si ça n'a pas été tourné dans des décors naturels. Donc c'est vraiment assez cool, surtout que ça fait quand même quelques saisons ou quelques séries Star Wars qu'on nous a montré et tourné dans cette espèce de technologie, le volume, dans lequel on a des décors qui sont certes très cool, mais qui sont faits en fait sur une toile de fond d'une image en écran LED, et ça donne pas du tout le même sentiment. Je trouve que c'était assez évident, notamment dans Book of Boba Fett, un petit peu moins, mais toujours quand même dans Kenobi. Donc je suis très content de retourner à quelque chose d'assez artisanal, et je trouve que ça fait très Star Wars en fait, en termes de look, et ça marche super bien. En tout cas, j'espère qu'ils vont continuer comme ça pour les épisodes suivants, parce que vraiment, il y a une plus-value à l'écran à mon sens. Vous l'aurez compris, personnellement, ces 3 premiers épisodes sont hyper intéressants. Je trouve évidemment que les 2 premiers épisodes sont un petit peu moins enlevé que le 3e, c'est normal, ils mettent en avant, ils mettent en place des choses, ils mettent les personnages en place, les décors, les enjeux aussi évidemment, et puis ensuite l'épisode 3 se sert de ces 2 premiers épisodes comme d'un marchepied pour commencer véritablement à lancer l'élan de la série. Donc vraiment, c'est plutôt bien fichu, et encore une fois, je regrette pas du tout qu'ils aient balancé les 3 premiers épisodes d'un coup. Je pense que c'était la bonne chose à faire. Maintenant, partons un petit peu plus dans l'analyse de ce qu'on a vu dans ces 3 premiers épisodes. J'ai quelques points à voir avec vous. Alors évidemment, il faut que je parle plus en détail de ce qui se passe dans les épisodes, donc les gens qui ne les ont pas encore vus, évidemment, merci de quitter cette vidéo, puisque ça va spoiler, bien sûr. Et puis, si vous partez maintenant, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si vous avez envie de voir cette série, et puis évidemment mettez un petit pouce en l'air, ça aide la vidéo, puis n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, bien évidemment. Allez, pour la partie spoiler, je voulais revenir un petit peu sur les motivations de Cassian Andor, parce que pour moi, c'est la clé évidemment pour comprendre ce personnage, et il y a pas mal de choses qui gravitent évidemment autour de la caractérisation de ce personnage dans ces épisodes 1, 2, 3. Déjà, le fait que on nous apprend
dès la première scène où il apparaît, que Cassian recherche sa sœur. Ça, c'est évidemment hyper important, puisque ça nous permet de comprendre ce qu'il est prêt à faire, et ce qu'il cherche aussi, et ce qu'il est prêt à faire, jusqu'où il est prêt à aller pour atteindre son objectif. Donc visiblement, ça c'est son objectif final, c'est retrouver sa sœur. Ensuite, on a aussi évidemment cette scène un petit peu plus tard, au début de l'épisode 1, où Cassian est confronté à 2 policiers, à 2 agents de la corporation de Primor, qui viennent nous dire, grosso modo, Cassian, il faut pas le faire chier, parce qu'il est vraiment prêt à tout. Pourquoi ? Parce que il est pris à partie par 2 mecs qui essayent de le voler ou de lui soutirer ses crédits. Évidemment, Cassian se défend. Il y en a un qui finit par mourir par inadvertance, c'est un accident, et l'autre qui lui dit « Ne me tue pas, on va inventer un truc et on va faire en sorte que t'aies un alibi et que, voilà, que ça se passe bien. » Que fait Cassian ? Il le tue. Témoin gênant égale je te tue. Très intéressant parce que ça rappelle évidemment la première scène d'introduction de Cassian Andor dans Star Wars Rogue One. Qu'est-ce qu'il fait là, dans sa première scène ? Il tue 2 Stormtroopers, bon là-dessus on lui en veut pas trop. Par contre, son indique à qui il parle, donc quelqu'un qui lui donne des sources et des informations en tant qu'espion pour la rébellion, il le tue aussi. Je crois que c'est d'un tir de blaster dans le dos, si ma mémoire est bonne. Donc ça nous montre évidemment que le Cassian des débuts, le Cassian du début de Star Wars Andor, ressemble déjà pas mal en termes de moralité et en termes de jusqu'au-boutisme au Cassian Andor que l'on connaît dans Star Wars Rogue One. Donc ça, hyper intéressant je trouve. Toujours en termes de caractérisation, on a Cassian qui est souvent mis en relation avec des personnages qui gravitent autour de lui, et la plupart d'entre eux pensent à lui comme quelqu'un qui a besoin de service, quelqu'un qui doit de l'argent, quelqu'un qui a besoin d'alibi sans arrêt, quelqu'un qui, du propre aveu de sa mère, Marva, mère adoptive, on en parlera juste après, qui est quelqu'un qui doit se sortir de situations inextricables en utilisant ses belles paroles. Donc c'est quelqu'un qui est un beau parleur, visiblement, ce bon Cassian Andor. Très intéressant parce que il y a un moment, je sais plus si c'est dans l'épisode 2 ou 1, où quelqu'un lui dit « Tu peux pas te sortir de cette situation avec de belles paroles ». Et juste après, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une scène où il y a quelqu'un qui vient collecter sa dette auprès de Cassian, et que fait Cassian ? Il se sert précisément de ces belles paroles pour se sortir de cette situation. Donc vraiment, on a ce côté, Cassian, c'est quelqu'un qui est dans les nuances de gris, quelqu'un qui est capable d'aller jusqu'au bout s'il en a besoin pour se sortir d'une mauvaise passe, et quelqu'un qui sait aussi gérer l'humain pour en bénéficier à son avantage. Donc, il a des amis, mais il sait aussi s'en servir pour aller là où il veut aller, et il a aussi des gens qu'il est capable de maintenir là où il va, là où il veut. Il faut qu'on parle aussi des séquences de flashback, puisqu'il y en a plusieurs dans ces 3 premiers épisodes. Les premières séquences de flashback sont pas forcément toujours évidentes à décrypter. Pourquoi ? Parce que ça ne parle pas une langue que l'on connaît, c'est une langue qui n'est pas sous-titrée et à dessein, à mon sens. On est sur la planète Kenari, la planète d'origine de Cassian Andor et de sa sœur, et on arrive dans une espèce de petite communauté d'habitants de Kenari, où c'est assez intéressant. Pourquoi ? Parce que l'intégralité de cette peuplade est faite d'enfants. Alors évidemment, on peut se poser la question de pourquoi. Je trouve que l'ambiance fait très Sa Majesté des Mouches, d'ailleurs, c'est assez rigolo à voir, mais évidemment, on nous explique très rapidement lors d'un dialogue ce qu'est la planète Kenari, et pourquoi, potentiellement, il n'y avait que des gamins à cet endroit-là, à l'époque où Cassian est plus ou moins adolescent, il a l'air d'avoir 13-14 ans, un truc comme ça. À un moment, on voit Cassian, ou plutôt Kassa, c'est comme ça que sa sœur l'appelle dans sa langue, Kenari, on le voit devant une vision dévastée d'une espèce de carrière,
Et un petit peu plus tard, lors d'un dialogue, on a quelqu'un qui nous explique que Kenari, c'est une planète qui a été dévastée par un désastre minier et qui est considérée comme interdite par la loi de l'Empire. Pourquoi ? Parce qu'elle est considérée comme abandonnée et surtout empoisonnée. Donc, on imagine évidemment qu'il y a eu un problème sur cette planète, que probablement l'intégralité des adultes sont décédés dans cette histoire de désastre minier. Est-ce que c'est une planète qui était exploitée par l'Empire et de fait les adultes étaient esclavagisés dans cette mine et qu'il y a eu un gros problème, les impériaux sont partis, les adultes sont tous morts, laissant les enfants livrés à eux-mêmes dans les forêts? C'est tout à fait possible. Il y a un truc qui m'a posé question, et c'est un truc où il y a peut-être potentiellement des incohérences. Il y a un moment, évidemment, où il y a quelque chose qui s'effondre, qui s'écrase sur la planète Kenari. On voit les enfants tous regarder ce vaisseau qui s'écrase quelque part, et ensuite ils vont aller voir ce qui s'y passe, et ils trouvent des gens qui sont morts ou en instance de mourir, et ils ont tous un badge avec un logo très spécifique. C'est un logo qui ressemble, il me semble, hein, vous me confirmerez dans les commentaires, il me semble que c'est le logo des séparatistes. Donc ça veut dire que on est sur une période pré-empire, dans ce flashback, que les séparatistes ont été battus probablement dans les airs par des flottes républicaines, et ensuite on nous le confirme parce que Marva et un de ses potes viennent essayer de récupérer ce qu'ils peuvent dans le vaisseau. Ils récupèrent d'ailleurs, ce faisant, Kassa. On a Marva qui dit que les enfants ont tué un officier de la République. Ce qui est hyper étonnant, parce que cet officier qu'ils ont tué après qu'il ait tué une des gamines, porte lui aussi un logo séparatiste. Donc est-ce que c'est une incohérence, ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on connaît pas et qu'on apprendra plus tard dans la série? Je pense que voilà, le point d'interrogation est total, mais en tout cas ça a l'air assez intéressant, et ça nous montre aussi effectivement comment Kassa/Cassian est devenu le fils adoptif de Marva. Ça explique aussi peut-être pourquoi Kassa a été renommé en Cassian Andor, parce que, on le rappelle, hein, il a changé de nom après avoir été adopté par Marva. Oui, puisque ils sont censés cacher son origine de Kenari. Intéressant, mais voilà, ça explique aussi pourquoi il n'a pas le même nom entre le flashback et le moment où on apprend son identité. Il y a un autre personnage qui pose un peu question, c'est Lucen Rael, qui est joué par Stellan Skarsgård, qui arrive à la fin de l'épisode 1, et qui se met en contact avec Cassian. C'est son acheteur, hein, c'est lui qui vient acheter l'espèce de boîte impériale que Cassian a récupérée, et qu'il veut utiliser pour quitter le monde de Ferrix, et partir, pas forcément à l'aventure, mais essayer de se cacher un petit peu des forces de l'Empire et des Primors. L'idée c'est aussi, j'imagine, d'utiliser cet argent pour retrouver sa sœur. On peut par contre se poser la question de comment Lucen connaît autant de choses sur Cassian Andor. Est-ce que c'est un personnage qui est un espion en réalité ? Ce qui est certain, c'est qu'il a l'air d'être très très lié à la rébellion naissante, parce que il a l'air d'agir en tant que recruteur auprès de Cassian. Il s'intéresse finalement pas beaucoup à cette histoire de boîte noire, hein. D'ailleurs il la laisse dans les décombres. Lui, ce qui l'intéresse, c'est plutôt l'humain Cassian Andor. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le potentiel de ce personnage-là pour potentiellement la rébellion. Donc ça, c'est intéressant, quelque part, de voir que lui est une espèce de juge de caractère et comprend qu'il y a du potentiel en Cassian. En tout état de cause, c'est avec Lucen que Cassian va poursuivre son aventure, puisqu'à la fin de l'épisode 3, ils partent tous les deux dans son vaisseau vers une direction inconnue bien sûr, mais on peut imaginer probablement que Cassian va être mis en relation avec une cellule rebelle, et peut-être rejoindre la rébellion qui est naissante à cette époque-là. Il y a un dernier personnage que je voulais évoquer, c'est Syril Karn. Syril Karn qui est inspecteur adjoint au début de cette série, qui est inspecteur adjoint pour la corporation de Primor, et qui
a bien l'intention de se faire bien voir de la corporation et de l'Empire en enquêtant vraiment de façon très très zélée, voire trop zélée, sur ce meurtre, ce double meurtre des 2 agents de la corporation. Il essaie en gros de gagner du galon en ayant une espèce de grand fait d'armes. Et d'ailleurs, quand l'inspecteur en chef lui dit « Laisse tomber, on n'a vraiment pas besoin de ça en ce moment, puisque il faut que je rende mon dernier bulletin, grosso modo, à l'Empire, bulletin sur la criminalité, si on va leur dire que il se passe des choses un petit peu étranges et il y a 2 de nos agents qui sont morts, peut-être que l'Empire va s'intéresser à notre système et venir un petit peu l'annexer. Donc ça serait bien que tu te taises. » Que fait Cyril Karn? Il se tait pas vraiment. Il commence, en l'absence de l'inspecteur en chef, à chercher un petit peu ce qu'il peut faire, à trouver évidemment l'identité de Cassian Andor, et à lancer une véritable opération sur Ferrix pour, évidemment, créer un petit peu son fait d'armes à lui, et... ça se passe pas bien, hein. Ça se passe pas bien puisqu'on découvre en fait que Cyril Karn se rêve un petit peu en meneur d'hommes, et on le voit dans cette séquence dans la navette vers Ferrix. Il a pas l'air d'avoir ce qu'il faut pour être un vrai meneur d'hommes, d'un point de vue éloquence, ça bégaye pas mal, d'un point de vue aussi charisme, ça y est pas du tout. Ouais. Et puis ensuite, sur l'opération militaire en elle-même, il est perdu, le bon Cyril Karn. Il perd des hommes, il se fait maltraiter par Cassian Andor, et en plus de ça, il le laisse s'échapper. À ce titre, il faut absolument que je mentionne cette séquence où ils sont tous en train de taper faire du bruit dans les rues, et on a Marva qui dit à ses 2 gardes c'est le son du jugement. Et là, c'est pénible, mais le vrai moment où vous devez commencer à vous inquiéter, c'est quand il n'y a plus de bruit. Et je trouve que cette séquence est hyper réussie, puisqu'on monte en tension, et puis d'un coup, le silence, puis évidemment ça finit par exploser. Donc franchement, j'ai trouvé que cette séquence était hyper cool, et puis le côté un petit peu humoristique de Marva qui s'amuse un petit peu de la tension des gardes, était franchement bien vu. Donc j'aime beaucoup, et à la toute fin, évidemment, on a Cyril Karn qui est un petit peu amorphe, muet devant toute cette scène. Il s'est fait évidemment battre à plat de couture par Cassian Andor, et il y a un moment où son sbire vient le chercher et lui gueuler dessus pour qu'il réagisse, et on a vraiment l'impression en fait que ça y est, Cyril Karn impacte l'idée que, en fait, là, ce qu'il vient de faire, il pensait que c'était son grand fait d'armes qui allait probablement lui faire prendre du galon, en fait c'est plutôt le fait d'armes qui va lui faire perdre son job, probablement. Donc évidemment, très intéressant, et j'imagine que le fait d'avoir été battu à ce point par Cassian Andor va créer en Cyril Karn quelque chose qui est de l'ordre peut-être de l'inimitié, un petit peu comme Michael Jordan, il a pris ça personnellement, probablement. Pour toutes ces raisons, j'ai trouvé ces 3 premiers épisodes de Star Wars Andor hyper intéressants. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous allez continuer à regarder? Est-ce que vous êtes intéressé? Quelle est votre note entre 1 et 5 pour ces 3 premiers épisodes? Je suis curieux. Évidemment, on se donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, le pouce en l'air, le commentaire, bien évidemment, ça aide la vidéo dans l'algorithme de YouTube. Et puis ça me permet de savoir si ça vous plaît et de continuer à vous en proposer. Si ça vous intéresse pas, peut-être que j'arrêterai, ce serait dommage. Si vous aimez en tout cas mon travail, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour voir d'autres vidéos sur Star Wars Andor, la pop culture en général, ou bien les séries House of the Dragon et Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous!